Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous voir, pour certains de vous revoir, après le chemin de Compostelle, le chemin de Rome, le chemin des Huguenots. Je vous invite pour une balade à découvrir le chemin d'Assise. Encore un chemin à explorer. Comme dirait quelqu'un, jamais 304. C'est le quatrième, c'est le dernier, bien sûr que c'est le dernier, paraît-il. On verra ça. Alors, mon récit risque d'être un peu sobre, comme ce chemin qui est majoritairement montagneux, et je dirais même mieux, très montagneux, dont les hébergements sont aléatoires et le balisage moins fourni que sur le chemin de Compostelle. Alors, ceux qui aiment la sobriété, le grand calme et le contact avec la nature vont être gâtés. Encore une nouvelle aventure qui va me réserver quelques surprises. Alors, avant d'entamer vraiment le chemin, je vais pas vous raconter toutes mes petites misères, mais il y en a une qui est très risible. Et il y en a qui sont là, qui sont témoins. Le 1er mai, comme d'habitude, comme bon charentais, on fête le brin d'Aillé. Vous savez ce que c'est, le brin d'Aillé? Bon. Et puis, ce brin d'Aillé m'a dérangé. Donc, pendant une semaine, j'ai eu des renvois, des nausées, puis après, j'ai été constipé. Alors, voilà. Donc, voilà pour l'anecdote. Alors, ce chemin, c'est le chemin qui part de Vézelay et qui va à Assise en Italie. Alors, je sais une chose, quand on a fait Saint-Jacques de Compostelle, on reste à tout jamais pèlerin. Pour ceux qui ont fait, on est pèlerin. Mais alors, pourquoi ce chemin? À chaque fois, on se pose la question, on me pose la question. Pourquoi? D'abord, je fais ça tous les 2 ans, c'est long. Alors, il faut que j'invente ma propre liberté, aller où les autres ne vont pas, voir ce que les autres ne voient pas, faire ce que les autres ne font pas, sentir ce que les autres ne sentent pas, rêver ce que les autres ne rêvent pas, et entendre ce que les autres n'entendent pas. Mais encore, pourquoi ce chemin? D'abord, j'en avais très vaguement entendu parler par d'autres pèlerins, et ma curiosité a fait le reste. Et puis marcher sur le chemin d'Assise, c'est reconnaître une autre voie de pèlerinage qu'ont déjà parcouru les franciscains pour évangéliser l'Europe. Alors, Assise. Pourquoi Assise? Assise se situe en Italie, à 150 km environ au nord-est de Rome. C'est pour ceux qui ne le voient pas. Assise est là, Rome est là. Dans la province de Pérouse, en Ombrie, Assise est surtout célèbre pour être un lieu de naissance. Alors, ça vient? Oui, voilà. Alors ici, surtout célèbre pour le lieu de naissance et le lieu de mort de Francesco Bernardone, connu sous le nom de François d'Assise, un saint de l'Église catholique. La ville, alors il y a son tombeau, qui est là, et la ville est classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, pourquoi Vézelay? Ah, décidément. Pourquoi Vézelay? Alors, Vézelay est une commune française qui est dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté, très renommée par sa basilique Sainte-Marie-Madeleine. Je vous les mets tous en même temps. Bien que François d'Assise ne soit jamais venu en Bourgogne, Vézelay est en France le lieu de la première implantation d'une communauté franciscaine. Il est normal et symbolique de faire de Vézelay le point de départ du chemin d'Assise, d'autant plus qu'il est aussi un départ pour Compostelle et que ce haut lieu spirituel est également un site culturel et touristique.
C'est pas plus grand que Jarnac, c'est moins grand que Jarnac, mais je vais vous dire que c'est animé. Hein. Alors, qui est François d'Assise? François d'Assise, né sous le nom de Giovanni di Pietro Bernardone à Assise en 1181 ou 82. Il est mort en 1226. C'est un religieux catholique italien, diacre et fondateur de l'ordre des franciscains. Il est le symbole des amoureux de la nature et une référence pour les chercheurs de paix. Il est la tolérance même qui fait l'unanimité en matière religieuse et spirituelle. Le patrimoine artistique et culturel de cet homme qui lui est lié est considérable tant en Italie, en France et au-delà. Saint François d'Assise utilisait volontiers ce signe, dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Alors, je vais vous expliquer le balisage, parce que tout à l'heure, on avait une petite, sur ma première photo figée, c'est l'insigne. Alors voilà. Dans la plupart des cas, les balises directionnelles sont posées avant l'intersection. Lorsque la colombe est en haut à droite, il faut tourner à droite. Si elle est à gauche, on tourne à gauche. Si elle est centrée, devinez, ça vous incite à poursuivre tout droit en face. Quand il y a un taux barré, forcément, on n'est pas sur le bon chemin. Alors, voilà. Et le dernier, il a été mis en place cette année, ça indique qu'il y a un accueil pèlerin. Très important. Alors, et des fois, quand il n'y a pas de balisage de ce type-là, et c'est arrivé souvent, il y avait 2 traits de peinture, noir et orangé, superposés sur le principe du balisage du GR. Alors, pourquoi un taux? Nous sommes sur le chemin d'Assise. Saint François utilisait volontiers ce signe comme une bénédiction de Dieu, voire sa signature, qui est devenue aujourd'hui une référence pour les membres de la famille franciscaine et tous les amis de Saint François. Alors pourquoi la colombe? Chemin d'Assise, chemin de paix, vous suivez la colombe et la paix viendra. Par où passer? Voilà. Alors le chemin quitte Vézelay en haut, par le Morvan, on passe dans le Beaujolais, les Dombes du Bugey, puis les Alpes en évitant la Suisse. Le passage en Italie se fait par le Piémont. La Ligurie, qui est ici, qui surplombe le Gênes. Alors, oui, alors, il chevauche la Ligurie, l'Altavia, par l'Altavia. L'Altavia, c'est un itinéraire de randonnée qui fait 440 km, qui donne sur la mer d'un côté et sur la plaine du Pô de l'autre côté et les Alpes de l'autre. On continue par la Toscane. Il suit un peu la Via Francigena, pour ceux qui connaissent, et ne bifurque qu'en dernière minute vers Assise. Voilà. On est toujours à la Francigena, là, et on va bifurquer pour aller à Assise. La Bourgogne. Le centre Sainte-Madeleine. C'est ici que tous les pèlerins arrivent ou démarrent pour un autre chemin. Sainte-Marie-de-Madeleine de Vézelay. Il me faut pas longtemps pour retrouver mes habitudes de pèlerin en quittant Vézelay. Ce matin, je ne savais pas que le bonhomme qui est en orange là, qui s'appelle Jean-Pierre, il est de Toulon, que je venais de saluer, serait mon futur compagnon de route. Je ne savais pas non plus les difficultés que j'allais rencontrer. La seule chose évidente, c'est que j'allais souffrir pour que mon corps s'habitue à l'effort. Ouais, sur une grande distance, c'est normal. Jean-Pierre découvre pour la première fois la marche sur de longues distances.
Alors, des cols, des crêtes, le mont Beuvray, col de Marigny, là. Autant d'obstacles qu'il nous faut franchir. Très vite, j'ai compris que le Morvan serait difficile à passer. Quel contraste avec notre Charente si lisse et si muette, alors que le Morvan est tout en rondeur, tout en bruissement de ruisseaux et de champs d'oiseaux et de forêts profondes. Alors, pas la brusquer, hein. Et ruisseaux et forêts profondes. Le Beaujolais et Bugey. C'était hier, effectivement. Alors, le mauvais temps persiste. La pluie et vent glacial nous empêchent d'admirer le paysage. On est dans une certaine continuité, des cols toujours. À passer, je ne m'imaginais pas que le Beaujolais avait autant de grimpettes. Alors, la vigne ne paie plus. Si vous voyez en bas là, on cherche même des sponsors. Tous ces petits pieds de vigne ont été sponsorisés par des personnes et elles ont leur prénom et leur nom sur les petites ardoises. Alors c'est une boutade, mais il est tellement galvaudé avec son fameux goût de banane. Tu vois ces champs de luzerne, me disait un paysan, avant il y avait des vignes. Ils ont tout arraché. Il ne reste plus que certains qui font de la qualité. Nos accueils dans les familles sont sobres, mais vrais. Voilà. Jean-Pierre, qui est mon copilote, découvre cette gentillesse, cette amitié qui se crée. Il est stupéfait. C'est la première fois qu'il fait un grand raid. Nous sommes plongés en pleine nature dans un monde rural authentique, si riche mais délaissé. Un monde en pleine mutation. Bruno, qui est la grande personne qui est là, il me disait, j'ai 60 brebis. Il m'en faudrait 400 pour tirer à peine un SMIG. C'est la réalité. Nous nous sommes arrêtés au mémorial d'Isieux, où ont été envoyés en camp de concentration des enfants avec leur instituteur. On va attaquer les Alpes. Voilà. Ah, les Alpes. Je les attendais avec impatience, mais aussi avec une certaine appréhension. On m'avait prévenu, si tu pars en mai, il te sera difficile de franchir les Alpes. Certains refuges n'ouvriront qu'à partir du 15 juin. Des cols, comme d'habitude, des crêtes, des falaises allongées, des sentiers forestiers, le col du Cucheron, puis le col du Coq. Alors le col du Coq, il est fermé, donc on a été obligé de se dérouter, parce qu'il y a eu des intempéries et la route a été complètement défoncée. Pour éviter ce détour, nous prenons un sentier plus raide qui va demander 2 heures d'escalade forcée. Saint-Pierre d'Entremont, Saint-Pierre de Chartreuse, Saint-Pancrace, il n'y a que des saints à traverser. Alors comme diraient les Italiens, tutto va bene. L'enneigement est trop important. Le pas de la coche est impraticable. Monsieur Philippe, quelqu'un qui nous recevait, nous déconseille de poursuivre. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Jean-Pierre m'apprend qu'il est obligé de rentrer à Toulon, sa marraine étant hospitalisée. Notre autre, Jean-Marc, lui prend un billet de train sur Internet. Moi, pas question que j'arrête là. Je posais des questions. Après réflexion, j'appelle mes amis italiens. Bienvenue le comité de jumelage.
pour les mettre à contribution s'ils sont disponibles. Effectivement, ils étaient disponibles. Alors la solution la plus logique, c'est prendre un bus à Grenoble. Donc il a fallu se dérouter sur Grenoble. Et après, Grenoble-Turin en bus, où ils viendront me chercher. On passera une soirée chez eux. Et le lendemain, ils m'amèneront de retour le plus près de la frontière pour que je reparte dans l'autre sens. Et je repartirai de plus belle. Entre-temps, JP et Jean-Pierre apprendra que sa vieille tante va beaucoup mieux. Donc il peut continuer. Elle nous a fait des petits soucis à chaque fois. Dommage pour les Alpes, mais il ne pouvait pas m'empêcher de continuer. Le Piémont. Il faut une certaine volonté, car il est difficile de se remotiver pour repartir après une journée d'arrêt. Ce n'est pas un scoop de vous dire que nous avons erré dans le vignoble piémontais. Il n'y a que des vignes là-bas et des coteaux. Non de nom, il n'y a que des coteaux dans cette région. Un petit passage à la Croix-Rouge pour se faire héberger. On dormait sur des lits de camp, c'est pas mal. C'est un peu raide. Au début, on n'est pas habitué. De temps en temps, on a l'impression de tomber. Alors, encore un relief très nerveux nous mène de Duomo d'Aquiterme. JP apprend qu'il doit rentrer d'urgence pour sa marraine, mais aussi pour son père. Il partira demain matin à 5 heures par le train. L'hébergement est plus que sobre. 2 lits de camp, dont un cassé, dans une mini-chambre, mais pas de douche, pas de quoi chauffer les aliments, un WC, un lavabo, eau froide bien sûr, au rez-de-chaussée. Malgré toute cette grisaille, j'ai l'impression de voir un ange. Une nonne nous a apporté un plateau de victuailles. Elle nous a même apporté un sorbet. Vous vous rendez compte? On était bien cotés. Après les coteaux, ce sont des montagnes avec des forêts de châtaigniers et d'acacias, sous une chaleur orageuse. Le marquage est très aléatoire et il est même responsable de mes errances le long des crêtes abruptes. Il faut bien un coupable. Tout est relief qui est annonciateur d'une Ligurie montagneuse. Là, on est à Campo Ligurie, c'est un joli village en pleine montagne. La Ligurie. À part Gênes sur la côte, la Ligurie m'était inconnue. Sa traversée va s'effectuer sur des centaines de sentiers. Des sentiers de muletiers. L'Alta Via dei Monti Liguri. Voilà, c'était indiqué comme ça. La colombe, on la voit plus très bien des fois. Elle s'envole. Alors, est très efficace, sauf qu'il faut regarder aussi au sol, faute de support. La marche, je marche souvent sur des crêtes, en balcon, qui montent et qui descendent et qui vous mènent de vallée en vallée. Alors, le désavantage de ce relief, c'est quand vous vous trompez de vallée, il faut revenir en arrière et repartir sur une autre vallée. Ça m'est arrivé 2-3 fois. On se flagelle parce qu'on se dit c'est pas possible. Alors, au sommet des cols, je suis le roi du monde devant ce spectacle incomparable et beau. Quelle force cela me donne. N'empêche que quelques passages sont limite dangereux, surtout que je suis seul. C'est quasiment de l'alpinisme, sans corde de rappel, mais avec 10 kilos sur le dos. Les villages... Alors, capricieuse. Alors, les villages au perché sont figés entre ciel et terre, et sont tellement figés parfois qu'ils sont abandonnés. Il y a pas mal de villages qui sont complètement abandonnés. C'est triste. De mon aventure en Ligurie, je garderai en mémoire cette région usante, rude
et belle à la fois, où la forêt est dominante mais dévorante. Quand vous passez des journées complètes de marche en forêt, que vous ne voyez pas le soleil, vous avez l'impression d'être avalé par la nature. La Toscane, c'est la plus belle. La Toscane est un mot magique qui évoque tout de suite des paysages tout en rondeur, avec ses cyprès bien alignés sur les collines. Mais il faudra encore un peu de temps et quelques étapes pour retrouver ma belle Toscane, celle qu'on voit à partir de cartes postales. En attendant, le relief est toujours ligurien, toujours aussi montagneux. Vergemoli, avec un accueil pèlerin qui n'a que le nom. Il y a bien un pèlerin. Pour le reste, c'est à peine le minimum, un matelas. Toujours autant de cols à franchir sur une même étape qui me donne quelques sueurs car ma colombe se fait rare. À Petroniano, au Il Giardino Verde, pour la première fois, je suis accueilli dans une famille. Peter est d'origine autrichienne, ça s'explique. C'est après ce petit village que commence la Toscane, du vin et des olives. À San Miniato Alto, je loge au Convento San Francesco. Alors vous allez voir. Voilà, on avait une table de 10 mètres de long et on mangeait tous, parce qu'il y a beaucoup de pèlerins, voire des vacanciers. Alors la problématique, c'est que quand j'y étais, moi, en 2014, c'était des moines qui tenaient ça. Et en fin de compte, maintenant, c'est des laïcs qui tiennent ça, et ça coûte bien plus cher. Gamba Citerme, puis San Gimignano, toujours aussi touristique. Les chemins et des chemins blancs, ils appellent ça des sterata. Pour moi, ce sont des chemins qui ne sont pas finis. Et il y en a pas mal, parce que vous avez des portions, vous avez du goudron, du bitume, puis vous arrivez, vous avez des chemins blancs. On ne comprend pas. Puis après, ça reprend des... Alors c'est certainement qu'ils n'ont pas eu assez d'argent pour finir. En traversant une forêt de chênes verts, j'ai le droit à un concert. Alors il doit y en avoir un autre là. Ouais. En traversant une forêt de chênes verts, j'ai le droit à un concert de cigales en Dolby Stereo. Je peux vous dire que c'est impressionnant. On n'entend rien d'autre. C'est affolant. C'est même assourdissant. Après Buen Convento, je quitte définitivement la Francigena pour prendre la direction d'Assise. Le monastère de Santa Anna, encore, est tenu par des privés. Bonjour l'addition. C'est aux alentours de 100 € la nuit. Le chemin, et c'est un bonheur, ne passe pas dans des grandes villes. Le chemin va me faire marcher assez souvent sur la Sterata. Alors je vais vous lire un petit extrait. Je vous lirai de temps en temps un petit extrait de... Alors... Ouais, il m'arrive d'engager une conversation avec une Allemande qui me suivait et qui parle français, mais que fait une Allemande parlant français en Italie. Elle est mariée à un Italien. C'est logique. Dans la descente d'une eau livrée par mes gardes, j'ai mis mon pied jusqu'au mollet dans un trou et c'est la chute magistrale. Allongé sur le ventre avec je ne dirai pas le nom de ce sac de 10 kilos sur la tête qui m'empêche de me relever. Il me faut un sursaut d'énergie pour enfin pouvoir me relever. Rien de cassé apparemment, je dis bien apparemment. Un peu en vrac, émaculé debout, je repars pour Fuséquio. J'ai eu 3 chutes, 3 belles chutes. À Ombrie. En Ombrie, les villages sont percés sur des collines. Ce sont des villages médiévaux, donc fortifiés, qui me rappellent un peu l'Espagne. L'activité touristique se concentre surtout dans les centres historiques. Il n'y a qu'à voir Montepulciano et Panicale. Alors Panicale, j'ai eu la surprise. À chaque fois que je rentre dans un bistrot, moi je regarde les bouteilles de cognac. C'est un défaut. Et il y avait des Courvoisier, il y avait des Annecy. Et puis par contre, je suis tombé sur une bouteille
pour les gens qui sont de Marangeville, une bouteille de poire au cognac de chez Perrault, de Marangeville, près d'Assise. C'est étonnant. Le chemin va suivre un sentier pour cyclistes, Santerio della Bonifica, puis reprendre Asterata. Passiano, la route surplombe des champs d'oliviers et me laisse entrevoir le lac Trasimène. Alors, mon Dieu. Alors, un petit effort. Voilà les centres touristiques. Le lac Trasimène, au loin. Sur la fin du parcours, le chemin me fait suivre des routes à grande circulation, où je joue au funambule sur la ligne blanche. C'était très dangereux. Monticelli, je suis accueilli par Hélène, dans l'ancien château de Monticelli et ses dépendances. Des fois, on se permet quelques petites gâteries parce qu'on a tellement mal partout que dormir dans un bon lit et avoir une bonne douche, c'est déjà pas mal. Plus j'approche d'Assise, plus je traverse des routes, ronds-points, autoroutes, dont les panneaux indiquent les grandes villes, Cesena, Perugia, Firenze, Roma. Il est temps que j'arrête, mon genou m'inquiète. Le chemin soi-disant balisé, le Percorso Verde, qui longe un torrent, va m'amener au bas d'Assise. Tout là-haut, sur un promontoire, Assise en impose. Et pour accéder à la cité, il me faudra encore un sursaut d'énergie pour gravir un routin bien raide. Toujours ce moment incroyable de bonheur d'avoir été au bout de soi-même. Une petite visite d'Assise, ça vous dit? Alors, mon hôtel est dans le centre historique et Paolo m'attendait avec mes billets de train et d'avion. Je vous expliquerai après pourquoi. Après avoir pris mes quartiers et sacrifié au même rituel, douche, soins des pieds et sieste, je déambule en ville. Assise est une belle ville, médiévale, où repose le corps de saint François d'Assise, mais c'est aussi un ensemble de monuments visités par de nombreux touristes. Ici, c'est le Sacro Convento, que je dois retirer mon testimonium, qui va certifier que j'ai bien fait le chemin d'Assise. Je profite pour visiter la ville et surtout l'église. Une église. Tempo di Minerva, temple de Minerve, où je me recueille en pensant à tous mes proches et amis, tous ceux qui sont dans la peine et tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à réaliser ce fameux chemin. Je flâne dans les rues bondées de touristes qui lèchent les vitrines des magasins de souvenirs. Je profite pour m'acheter un polo et une paire de chaussettes parce qu'on arrive dans un bel état, au moins pour prendre l'avion, quoi. Il faut que je sois présentable. Seul devant une petite bière, je repense à ce voyage, parce que je buvais des bières quand même. Je cherche en vain quelqu'un avec qui partager ma joie et mon bonheur. D'avoir réalisé jusqu'au bout de ce chemin, je n'ai pas tout à fait réalisé encore ce qui m'arrivait à Assise. Mais la réalité va prendre vite le dessus. Claire, ma nièce, a réussi le tour de force de me trouver un billet d'avion Rome-Bordeaux pour 40 €. Départ demain matin. Donc, je dois donc écourter mon séjour à Assise, car je ne peux pas laisser passer cette opportunité. La nuit va être courte. 40 € et j'ai dû payer un peu plus pour mon sac, pour mon sac à dos, parce que ça vaut un passager, paraît-il. Retour. La journée de mardi 26 juin se résume à ça. 6h collation, 6h30 un taxi pour la gare, parce que la gare elle est à 5 km. 7h03 départ pour Rome, 8h58 arrivée à Rome, un taxi pour l'aéroport de Ciampino. 13h20 attente pour cause de trafic aérien. Et devinez qui c'est qui a fait ce problème? Macron. Trafic aérien saturé jusqu'à 15h. Et oui, comme il a priorité, il a pris la place de mon avion. Donc après, nous, on a été tout à fait en fin de parcours.
Donc, au lieu de 13h20, eh ben, je suis parti à 17h. Au-delà de 17h pour récupérer mon sac. Et le passage à la douane. Quelle joie de retrouver mon Benoît, mon fils. Et merci à lui de venir me chercher et d'avoir attendu un certain temps parce que je suis arrivé à Jeanlin qui était 20h, en partant à 6h du matin. Alors, il n'y a pas que des vilaines choses. Le contact simple avec la nature, c'est un jardin extraordinaire. Ça rappelle une chanson, je crois. Aucun chemin ne se ressemble, et celui-ci particulièrement. Nature sauvage, forêt, torrent, lac. Je nage dans un grand bain de chlorophylle. Les fleurs sont des étoiles parsemées sur le vert des prairies. Elles scintillent de 1000 couleurs. L'eau vive qui coule de partout, je l'entends chanter. Je suis comme François d'Assise, je m'émerveille de tout. Alors, il n'y a pas que les bons côtés. Parce que ça serait triste de dire que tout allait bien. Donc, il y a l'envers du décor. Et là, je vais vous lire. Alors, derrière tout ce beau décor, il ne faut pas cacher les offenses perpétuelles que la nature subit. Tristes les fontaines qui ne coulent plus pour raisons sanitaires. En France, on ne trouve plus de fontaines où on peut prendre de l'eau. Systématiquement, je ne parle pas en face. Systématiquement, les fontaines sont bouchées, rebouchées, on met des fleurs dedans pour des questions sanitaires. Je ne sais pas pourquoi, bon, on ne veut pas prendre de risques. Désolé de voir les forêts blessées par une tornade récente. Quelque temps avant que j'arrive, une tornade a brisé pratiquement toute une forêt. C'est quand même assez triste. Consterné de voir les sentiers défoncés par les engins forestiers, motos et autres engins motorisés. Alors les quads, les motos, je peux vous dire que ça y va. Hein. De vraies plaies qui accélèrent le phénomène d'érosion. Alors ça, ce que vous allez voir, c'est surtout en Italie, je n'en ai pas vu en France. Marchant sur le long des routes, je suis complètement découragé de constater l'incivilité des gens, des dépotoirs à ordures sauvages, sacs, plastiques, papier gras, emballages de toutes sortes, seringues et j'en passe, sans compter les gros encombrants. Là, vous avez une gazinière avec une antenne de télévision dessus. Alors, il est heureux qu'il reste encore des gardiens du temple, ces affreux personnages qu'on appelle paysans. Mais pour combien de temps? Je vais vous parler de mes rencontres, parce que c'est le plus beau, ça. C'est les rencontres qu'on fait. Alors voilà mon copain Jean-Pierre. C'est tôt dans la saison pour marcher sur ce chemin, m'avait-on dit. Je m'étais donc préparé à être seul. Pas de bol. Dès le premier jour, à 7h du matin, un énergumène pliait un sac de couchage sous l'auvent d'une masure. Un bonjour, comme tout pèlerin, et basta. Je saurai plus tard qu'il a dormi dehors cette nuit à cause de la grève des trains. À 22h30, Vézelay dort. Mais ce drôle de personnage m'a rejoint à Chastellux et nous avons échangé des banalités. Lui veut aller à Assise, ça tombe bien, moi aussi. Alors, deuxième personnage. Anémone, ça vous dit? Un si joli prénom qui lui va si bien. Si je devais retenir une personne qui symbolise l'accueil pèlerin, le vrai, le spontané, sans contrepartie, je dirais Anémone. C'est une femme qui, dans l'absolu, n'a pas besoin de ça pour vivre. Elle prend son rôle d'accueillante très au sérieux, non pas avec légèreté, mais avec conviction. Toujours le sourire, toujours à l'écoute du pèlerin, toujours une solution, au moins nos problèmes, car elle connaît bien le besoin des pèlerins.
Alors, il s'est avéré qu'on a rencontré aussi un personnage, un jeune, qui avait une trentaine d'années, qui allait sur Jérusalem. Donc il nous a suivis, et en fin de compte, au lieu de se trouver à 2, on s'est retrouvé à 3 chez elle. On a été accueillis avec une bière, on a bu l'apéritif, elle nous a fait à manger, elle a lavé notre linge, elle l'a séché. C'est impensable. C'est pas étonnant que Jean-Pierre était complètement étonné de voir cette femme nous rendre service, quoi. Elle avait sorti ses petites assiettes et ainsi de suite. Alors là, c'est un couple qui m'a marqué. À Attignon-en-Sain, en Savoie. Et même un peu plus loin, dans un hameau retiré, vivent Paulette et Jacques, un couple d'agriculteurs en retraite. Le topo guide nous indique un accueil sobre. Eh bien, moi, j'aime la sobriété de cet accueil et j'aime ces gens-là. Ah voilà mon Autrichien. Il Giardino Verde, tout un programme. Le nom de mon hébergement m'interroge. Peter n'est pas un Italien, il est Autrichien, résident en Italie. Un babacool, un peu beaucoup hippie, aux cheveux blancs et à la barbe blanche. Il m'a accueilli avec une bière. Il est végétarien, un poil bouddhiste, en sandales, faisant du yoga. On trouve de tout, hein. Alors lui, au détour d'un chemin, nous faisons la connaissance de Roland du Luxembourg, et non pas Roland de Roncevaux, hein. Je l'ai surnommé Mobilette, qui a très petites jambes, et quand il marche très vite avec ses petites jambes pour essayer de nous rattraper. Cela fait un mois que Roland marche et espère rallier Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est parti du Luxembourg, lui. Ah, déjà presque 10 jours que je marche. Et à ma grande surprise, j'ai eu la visite de Jarnaquet, la famille Barfort. Le lieu est plutôt insolite. Le GPS de la famille Barfort a eu quelques difficultés pour me trouver. C'est très réconfortant et très encourageant d'avoir la visite de ses amis. Merci Marie-Jeanne et sa sœur, merci Yann et merci Car. Le va, mon cher Bruno. Après l'ascension de Saint-Col et une météo catastrophique, on a dû faire peur aux chats et aux chiens, il n'y avait personne. À Saint-Cyr, le château trempé, frigorifié, chez les Grémeaux. Vu le mauvais temps, Bruno a mis à l'abri toutes ses brebis pendant que il faisait à peu près 5 en ressenti. Hein. Pendant que Gilbert préparait le dîner, Bruno mettait ses brebis à l'abri. Gilberte a une grande différence d'âge avec l'attentionné Bruno, ce qui donne à ce couple une valeur d'exemple. À Sainte-Cécile, nous logeons chez les Fayat. Martine est infirmière à la retraite, très impliquée au niveau du diocèse et au centre pour personnes âgées où elle remplace, si besoin, les infirmières absentes pour congé ou maladie. Pendant que je l'ai aidé à préparer le repas du soir, Martine s'est confiée, m'avouant avoir quelques soucis de couple, mais espérant un heureux dénouement. Alors, les choses sérieuses. Maintenant, passons à des choses sérieuses. Assise, il faut que je te dise que j'ai marché pendant 2 mois, 56 jours exactement. J'ai parcouru 1300 km en 54 étapes, avec un sac à dos de plus de 10 kilos. C'était pas celui-là. Hein. J'ai usé une paire de chaussures que j'ai donnée très gentiment à mon fils pour qu'il travaille dans son jardin. Je prenais un repas par jour, surtout des pâtes. En Italie, c'est normal. Et j'ai perdu 14 kilos, équivalent d'1 kilo au 100 km. Alors, un petit supplément gratuit avant de nous quitter. Je vais anticiper certaines questions, c'est pour ça que j'ai fait ça. Assise, encore un chemin extraordinaire.
Peu importe que tu sois pèlerin ou simple marcheur, l'important ce n'est pas la rose, c'est le bonheur de marcher. Alors j'ai quelques réponses à certaines questions. Marcher seul, est-ce dangereux? Le risque zéro n'existe pas. S'il y a danger, le danger est partout. N'importe quoi peut arriver n'importe où. Marcher seul, c'est prendre un risque, mais pas plus grand que de sortir de chez soi. C'est la première question, ça. Et la première réponse, bien sûr. Alors, ça ne va pas nous faire défaut maintenant. Et s'il m'arrive quelque chose? Ça, c'est la bonne question. C'est très improbable que ça arrive car les chemins sont sûrs. Les passages dangereux sont rares. De plus, ils sont indiqués sur le topo guide. Malgré des portions de pleine nature, la civilisation n'est pas très loin. Le pèlerin n'est plus totalement déconnecté. On a tous un téléphone portable et ainsi de suite. Enfin, le pèlerin est identifié à chaque étape. À chaque étape, on s'identifie chez la personne chez qui on est logé pour remplir, je ne sais pas si vous avez vu, un petit carnet de route. Est-ce dangereux pour les femmes? Non, pas plus. Regardez bien. Le monde appartient aussi aux femmes. La femme a cette particularité d'être consciente des réalités, de garder la tête froide, d'être très prudente et d'utiliser son intuition. Alors, pour vous rassurer, débutez par des petites destinations sur des chemins fréquentés. C'est un conseil pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Est-ce que l'on s'ennuie quand on est seul? Nous vivons dans une agitation permanente avec en tête nos montres, nos agendas, notre travail. Partir sur les chemins, c'est marcher pendant des heures et cette activité seule est bien suffisante. Marcher seul, c'est découvrir les mondes qui nous entourent et qui changent à chaque étape. Alors pour s'ennuyer, prenez des vacances. Est-ce dangereux avec soi-même? On ne prend jamais le temps de se poser les bonnes questions. Être seul vous donne l'occasion de le faire. Marcher seul vous aide à chasser les mauvaises pensées, débarrasser de vilaines choses. On se sent plus léger, se retrouver est moins compliqué que d'organiser son agenda. Quelques petites phrases pour méditer. Marcher, c'est vivre, tout le reste, ce n'est qu'attente. Rien de grand ne s'est fait dans le monde sans passion. Et voilà. Merci.